C'était plus ça avec toute la thématique, évidemment, la catastrophe, du problème à gérer. 60 familles pour une ville de 20 000 habitants. 60 familles. 60 personnes, pardon, pas famille, 70, ça commence jusqu'à 80. Une ville de 20 000 habitants, une ville dont le budget municipal est de 75 millions d'euros. Il faut avoir ces chiffres en tête pour comprendre. On n'a pas un problème massif qui débarque. Je pourrais dire la même chose sur les réfugiés à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Lorsqu'on parle de flux importants, ainsi de suite, si vous regardez, les flux ne sont pas si importants que cela pour les territoires que nous avons et puis pour notre niveau économique. Ces familles qui arrivent à Gardanne vont provoquer une forme de décentralisation de tous les débats politiques, des débats sociaux, qui vont tous se focaliser sur le puits. Et sur ces 60 familles, donc ce puits va devenir pendant quelques mois un lieu de centralité pour la ville. Et cette centralité va en grande partie se focaliser sur une forme d'altérité radicale, parce que les Roms représentent l'altérité radicale. On sait qu'on dit qu'il y a du racisme, les Arabes subissent le racisme, les Juifs subissent le racisme, et ainsi de suite. Mais il y a néanmoins différents types de racisme qu'il faut qu'on ait en tête. Il y a le racisme qu'on peut avoir anti-musulman, le racisme ou l'antisémitisme, qui est un type de racisme avec l'idée que ces gens vont venir, c'est la théorie du grand remplacement. Ils vont prendre nos emplois, ils vont prendre notre culture, ils vont prendre jusqu'à nos femmes. C'est toute la thématique des juifs souterrains qui viennent en cachette, qui contrôlent le monde, ainsi de suite. On a cette forme de racisme qui, quelque part, ne nie pas l'humanité de l'autre, mais qui voit en lui le fourbe, celui qui vient cacher, celui qui vient profiter. C'est une forme de racisme structurel qui était basée sur l'antisémitisme. Et puis il y a d'autres formes de racisme, c'est le racisme qui pourrait se rapprocher du racisme anti-noir, marqué par l'esclavage, où l'enjeu ou le problème, c'est pas de penser que les Noirs vont remplacer les populations blanches, c'est ce qui pose problème, c'est que ces populations puissent postuler à la même humanité que les Blancs. Donc, quelque part, remettre en cause la frontière de ce qui est humain, de ce qui ne l'est pas. Et les Roms, je les situerai dans cette deuxième catégorie de racisme. Ce que l'on nie, personne n'a peur que les Roms remplacent les cadres supérieurs, prennent les femmes. C'est simplement qu'ils viennent remettre en cause l'hygiène, remettre en cause la sécurité, remettre en cause un tas de choses. Et derrière ces différentes remises en cause, on s'aperçoit que sur la ville de Gardanne, on a affaire à un nouveau découpage. Alors, le découpage qu'on avait, racisme classique, extrême droite, immigré, ainsi de suite, s'est déplacé entre une altérité radicale, les non-humains et les autres. Et on s'est retrouvé comme ça avec des populations qui elles-mêmes subissaient le racisme, qui venaient et qui disaient « qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qu'est-ce que c'est que cet accueil de Rome ? Ça pose un problème », avec un tas d'anecdotes. Mais les anecdotes, elles sont intéressantes parce qu'on retrouve les rats, avec les camps de Rome, chose qu'on retrouve sur beaucoup d'autres types de racisme. On retrouve la question des maladies qui arrivent. Je ne parle pas des vols et de la délinquance. On retrouve des éléments de ce niveau-là, et globalement, ce rejet ou ce racisme va se concentrer sur trois pôles sur les Roms. Et il va produire une mise sous surveillance des Roms sur la ville et des associations qui les accueillent, y compris, sur trois aspects. Le premier aspect, c'est la mobilité dans l'espace urbain. C'est-à-dire que tout déplacement de Roms donnait lieu à des comptes rendus quasi instantanés qui remontaient en mairie, qui remontaient partout, et tout le monde voyait des Roms faire des choses partout. Alors qu'un Rome ne pouvait pas se déplacer dans la ville sans être cartographié par l'ensemble de la population. Population pro ou population anti-Rome. Et ça, c'est assez intéressant. Cela veut dire que chaque Gardanais s'est autosaisi du contrôle et de la surveillance des Roms. Et ça, c'était un élément intéressant parce qu'on avait des remontées avec ils sont en train de mendier à côté du Lidl du coin, ou ils sont en train de mendier à côté de l'église, on les a vus là, mais faites attention parce que sinon l'extrême droite va s'en servir. Il y a des gens qui partaient de bons sentiments mais qui se sont retrouvés en réalité à être des espèces de matons des Roms malgré eux et à surveiller et à contrôler. L'espace urbain et la mobilité ont constitué un élément important de la mise sous surveillance qu'on peut retrouver historiquement chez les esclaves noirs, où à partir du moment où ils sortaient des territoires qui leur étaient habilités de fréquenter, n'importe quel blanc pouvait punir un noir qui sortait de là. On avait un peu cette impression sur Gardanne que n'importe quel Gardanais pouvait se sentir habilité à contrôler l'Europe qui circulait comme s'il n'avait pas le même droit de circulation que les autres. L'autre pôle qui a donné beaucoup lieu à des surveillances et à des rumeurs, c'est tout ce qui concernait la question de la circulation de l'argent et du travail. Et ça, c'est un élément important parce qu'on ne s'attend pas à ce que des Roms aient de l'argent. Et d'ailleurs, personne ne pense normal qu'un Rom puisse avoir de l'argent. Donc dès qu'un Rom avait de l'argent, c'était forcément le fruit du vol, de la mendicité ou d'autres choses. Donc ces gens n'étaient pas attendus, en tout cas on n'attendait pas d'eux à ce qu'ils détiennent de l'argent. Et donc là, il y avait un contrôle
un contrôle des Roms, contrôle sur la mendicité, contrôle sur les courses, les achats. Là, les rumeurs remontées, la municipalité paye des caddies entiers aux Roms lorsqu'ils vont faire les courses, parce que dans la tête des Gardanais, il y avait l'idée qu'un Rom ne pouvait pas faire des courses à Lidl, forcément il n'avait pas d'argent, donc ça ne s'expliquait pas. Donc cette question de l'argent revient de manière régulière comme source de suspicion à partir du moment où les gens possèdent. S'ils possèdent, c'est que la possession est forcément illégale. Donc l'interdiction de toute possession, quelle qu'elle soit, d'objets, de voitures, d'argent, de mobylettes, ainsi de suite, ces gens sont interdits de posséder. Et donc ça donne lieu à toutes les surveillances et contrôles. C'est que forcément, un Rom qui possède, c'est un Rom qui est voleur, donc il devient suspect non pas par l'acte qu'il a commis, mais par les possessions qu'il exhibe ou qu'il montre à l'extérieur. Puis, troisième pôle sur lequel il y avait pas mal de mise sous surveillance, c'était sur peut-être la question des mœurs et des modes de vie. Alors ça peut aller de la tenue vestimentaire jusqu'aux manières de s'alimenter, de manger, ainsi de suite. Donc tout cela donnait lieu à des rumeurs importantes. Et finalement, lorsque vous vous intéressez à ces trois pôles, qui sont mobilité dans l'espace géographique, travail, argent, et puis mœurs, ce sont là des formes de racisme structurel qu'on retrouve déjà dans les écrits sur la question des Noirs et les esclaves, sur les Juifs dans les pays de l'Est, sur un certain nombre de populations qui ont été racisées et mises au banc de la communauté humaine. On retrouvait ces trois pôles qu'on retrouve chez les Roms et qui étaient extrêmement présents à Gardanne. Alors ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'on retrouve cela, parce que finalement on le retrouve dans toutes les formes de racisme, c'est que ce discours sur ce trois pôles sera aussi bien porté par les anti-Roms à Gardanne que par les pro-Roms. Alors là, avec des discours qui seront différents, parce que pour les anti, il s'agissait là de toutes les preuves qu'ils avaient raison et qu'il fallait absolument mettre à l'extérieur cette nuisance qui était importante pour eux, même si elle était le plus aide, c'est à l'extérieur de Gardanne. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la route, on n'est pas loin de la voie ferrée, on n'est pas dans la centralité de la ville. C'est un lieu qui est extérieur. Donc il y avait les anti, mais les pro-Roms, pro-accueil, se sont saisis de ces questions, avec l'idée, pour une partie d'entre eux, que travailler sur ces éléments-là n'avait pas vocation à stigmatiser les Roms, mais à mieux les faire accepter. Et à les faire accepter par ceux qui les rejetaient. Et c'est là où le piège, à mon avis, est important, et c'est là où un peu la défaite culturelle d'une partie de la gauche pose problème, parce qu'on est souvent dans l'idée qu'il faut qu'on arrive à démontrer que l'intégration des uns et des autres fonctionne pour que les critiques cessent. Alors qu'on n'arrive pas à percevoir chez une partie de la gauche que ces critiques ne sont pas le fait de non-intégration, ne sont pas le fait d'un problème qu'il y a chez les autres, mais elles sont simplement le produit d'un racisme qui est ancré dans certaines populations. Quand bien même on changerait les modes d'intégration, le racisme se déporterait sur d'autres populations, sur d'autres sujets ou sur d'autres questions. Il ne disparaîtrait pas forcément, on le retrouverait. Donc à ce niveau-là, ça doit nous interroger, nous je pense, culturellement, lorsqu'on se retrouve piégé par cette extrême droite avec l'idée que l'objet de notre action doit faire la preuve que ce qu'ils disent est faux. Et à partir du moment où on rentre dans ce discours-là, de fait, on est déjà dans un rapport qu'impose cette culture du rejet à ceux qui sont pour l'ouverture. Et là-dessus, bon, c'était un élément extrêmement important. Je vous donnerai quelques exemples, puisque nous avons eu des débats à l'intérieur de la municipalité. Et dans la municipalité, évidemment, il y a quelques voix qui se sont exprimées contre l'accueil, mais elles étaient peu nombreuses. Et ce qui est intéressant de voir que parmi les voix qui se sont exprimées pour l'accueil, il y avait différentes motivations. On a le maire de la ville, de Gardanne, qui a été hésitant les premiers jours et qui ensuite a fabriqué en grande partie l'acceptation et l'accueil, qui même a été un militant de ça, en parler publiquement, ainsi de suite. Et une des principales motivations, c'est que c'est un maire qui a été lui-même enfant placé à la DAS, et donc qui a connu ses circulations, père italien, mère infirmière suisse immigrée elle-même, et donc qui a connu dans sa chair, et qui a encore des souvenirs, et qui en parlait régulièrement, sur le fait que lui, il a été placé à la DAS en interne, lorsqu'on avait des débats en disant « mais moi j'ai vécu cela, j'ai vécu le rejet, j'ai été placé à la DAS ». Donc il ne s'agit pas d'une grande motivation politique, ou parce qu'il était lui-même de la gauche du Parti communiste, il s'agissait d'une expérience personnelle qui l'a amené à avoir un regard différent. Et parmi les autres personnes qu'on avait au sein de la municipalité, il y avait une partie des militants du Parti communiste, une partie des militants qu'on pourrait situer sympathisants du Parti socialiste, et puis de ce qu'on appelle la société civile. Et l'ensemble de ces personnes avaient des motivations plus ou moins différentes. Parmi les membres du Parti communiste, une partie des gens qui étaient pour l'accueil l'étaient sans être forcément pour les Roms ou sans connaître leur mode de vie. D'ailleurs, certains ne se sont pas déplacés du tout, n'ont pas rencontré les Roms.
mais ils étaient inscrits dans une bataille politique. Puisque la municipalité communiste était attaquée par l'accueil des Roms, là il fallait faire preuve que l'accueil était une preuve de, quelque part, positive, politique, qui prouvait que le Parti communiste... Donc c'était moins une bataille pour les Roms qu'une bataille pour le Parti communiste, pour une partie d'entre eux. Alors les résultats ont produit un accueil de Roms, tant mieux, mais pour que vous compreniez les différents éléments, parce que ça va jouer dans les débats internes, cette affaire, puisque comme l'accueil va être plus ou moins long, les positions vont changer en fonction des positions de départ. Et puis il y a d'autres personnes qui étaient ni pour l'accueil ni contre, mais qui se sont retrouvées dans une forme de solidarité municipale, et étant pris à partie à l'extérieur politiquement, il y avait une forme de réaction politique pour faire face à l'opposition. Et donc les débats politiques qu'on avait sur les questions économiques, sur les questions de travail, sur les questions de chômage, se sont totalement déplacés sur l'accueil des Roms. Et on a retrouvé les clivages, majorité, opposition, tout cela s'est déplacé sur la question des Roms, et quelque part une partie de la majorité a réagi par rapport aux Roms, non pas par rapport, je dirais, une forme d'universalisme d'accueil, mais a réagi par rapport à cette question purement d'ordre partisan, parti contre parti, droite contre gauche, et c'est plus ça qui a alimenté quelque part leur soutien à l'accueil qu'autre chose. Et parmi la société civile qui a milité, qui a même été très investie pour l'accueil, moi, j'ai pu faire une typologie, ou en tout cas, je reçois quelques-unes. Il y avait au moins 3 types de sociétés civiles qui étaient pour l'accueil. On avait une partie des universalistes religieux, alors des chrétiens qui étaient pour un universalisme en disant on accueille les gens parce qu'on est tous à égalité face à Dieu. Donc il y avait une forme d'universalisme qui retrouvait dans une partie de la communauté chrétienne et qui était basée sur cette espèce de communauté humaine, enfant de Dieu, donc qui a pu réagir, ce qui n'était pas le cas de tous les croyants localement, de tous ceux qui étaient investis chez les chrétiens. Et puis à côté de cet universalisme religieux, il y avait aussi une autre forme d'universalisme qui était politique, une partie des gens qui sont sur une vision de citoyenneté universelle et pas simplement nationale, et qui était sur l'idée, ce qu'on voit à travers la question des Roms, c'est la question des droits fondamentaux, qui a été beaucoup citée par Didier, et qui sont une partie, d'ailleurs c'est pas un hasard si tous ces gens se connaissaient par d'autres types de militantisme, chez Attac ou d'autres, et qui avaient déjà cette vision un peu post-nationale des droits humains et des droits fondamentaux. Et puis une troisième partie de la société civile qui était sur une vision intégrationniste républicaine. Alors que, et c'est là où on retrouve des gaullistes, des socialistes, des communistes et autres, et qui étaient sur l'idée, non pas de l'universalité des droits humains en termes fondamentaux du dépassement du poste national, mais qui étaient sur le fait que la France est une république, qui a des valeurs, qui doit accueillir, mais cet accueil a une condition, c'est l'intégration. Et ça va jouer dans les visions des uns et des autres, dans le fonctionnement, parce que lorsqu'on parle d'accueil, je rajouterais presque un S, il y a un accueil pluriel, chacun n'a pas les mêmes visions, ni les mêmes incidences, même si ça a produit une forme de dynamique. Donc tous ces éléments d'accueil font que les débats qu'on va avoir seront des débats parfois qui seront des débats avec des points communs, des ententes, et puis des débats qui seront plus ou moins contradictoires. Mais globalement, on va retrouver un consensus à travers un certain nombre de traces écrites. La charte d'accueil que tu as citée, c'est une charte qui était extrêmement importante. Donc là, on met en place une charte qui a volonté à montrer que tous ceux qui agissent pour l'accueil des Roms ont vocation à ce que cet accueil soit réussi et respecté. Et quelque part, cette charte, elle a non seulement vocation à créer un partenariat entre les Roms et ceux qui les accueillent, mais elle avait aussi valeur de communication à ceux qui étaient anti-Roms. Et c'est là où c'est un peu un problème, parce que l'enjeu de la charte, c'est de dire aux autres, on ne fait pas n'importe quoi, regardez, on va leur imposer des choses, ainsi de suite. Et puis, lorsque vous vous interrogez sur le territoire des Gardanes, le service social ne traite pas que des Roms. Le service social traite un tas de Gardanais qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Or, nous n'appliquons pas la même charte aux autres Gardanais. On va l'appliquer simplement aux Roms qui viendront. On n'applique pas cette charte dont d'autres populations pourraient s'y retrouver sur ce que tu as décrit, qu'on peut retrouver. On va l'appliquer simplement aux Roms. Et dans cette charte-là, il y avait un article qui était quand même un peu problématique. Pour moi, à l'époque, c'est un article qui expliquait que les Roms doivent respecter les coutumes. C'est un élément important, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le droit, on n'est pas sur les lois, on est sur les coutumes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une coutume gardanaise, une coutume en République française? Donc là, on était directement dans cette idée un peu que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de pression culturelle du rejet qui s'inscrit dans ceux qui sont pour l'accueil. Et en réalité, on va être sur un débat quasiment permanent sur cette question. Vous voyez, les Roms deviennent petit à petit français.
Et derrière cette idée de devenir petit à petit français, il y avait non seulement l'indicateur de dire le travail est une réussite, on travaille avec eux, mais derrière cette réussite, il y avait, comme je vous l'ai dit, valeur à communiquer aux Antilles qu'on peut transformer en français les autres. Je dirais, est-ce que c'est là le débat? Est-ce que c'est là l'enjeu pour ceux qui sont porteurs d'une vision des droits fondamentaux universels? Parce que moi, j'aurais beaucoup de mal à vous dire ce que c'est qu'une coutume gardanaise, parce que gardane, c'est pluriel. Vous voyez, il y a beaucoup de gardanais différents. Et c'est un élément important parce que derrière cette coutume, on a retrouvé des gens qui remontaient en permanence en mairie un certain nombre d'informations qui avaient vocation à dire que les Roms ne respectaient pas un certain nombre de coutumes. Et parmi les anecdotes, certaines étaient amusantes, d'autres l'étaient un peu moins. C'est-à-dire que quand dans la ville part l'idée que des enfants disparaissent et qu'ils ont été volés par des Roms et qu'il y a eu des disparitions, alors au début ça fait sourire, vous voyez, on peut se dire, bon, tout être doué de raison, on ne va pas marcher, et puis là vous retrouvez avec une ville qui est en panique. C'est-à-dire des coups de téléphone à la gendarmerie, des coups de téléphone à la police, avec des éléments importants, et là on est dans quelque part ce qui peut produire le massacre d'Aigues-Mortes, des Italiens qui ont été massacrés, ou d'ailleurs, c'est-à-dire que là, s'il n'y a pas des institutions assez fortes, s'il n'y a pas une réaction assez forte, on sent bien que ce type d'anecdotes peuvent produire ce type de violence extrêmement fort, parce qu'à partir du moment où vous dites des enfants ont disparu, ont été kidnappés et qu'on ne les retrouve pas et que ça part, et qu'il n'y a pas de réaction, là on est à la limite, c'est-à-dire qu'on peut voir revenir une France ancienne qui était habituée du lynchage à certaines époques, ainsi de suite. Et quand je dis cela, ce n'est pas pour dramatiser, parce que, vu que d'interne, on était dans ce type de situation, et à chaque fois, certaines situations étaient à la limite du déclenchement de certaines violences. Et on a eu ça pendant plusieurs mois, avec un certain nombre d'éléments qui sont remontés. Alors Didier a cité le cirque, j'aurais pu citer les canards du lac qui avaient disparu, tous les lacs avaient été mangés par les Roms, mais on retrouve globalement ces mêmes idées, c'est-à-dire qu'une partie des gens qui étaient pour l'accueil des Roms se sont retrouvés en permanence, non pas à accompagner, mais à justifier, globalement, que cet accompagnement produisait des résultats. Et là-dessus, on a un accueil des Roms qui s'est fait quelque part sous la pression du rejet, sous la pression d'une partie de la culture d'extrême droite, et qui a réussi à être ancré. Ça a tellement été ancré dans une partie des gens qui accueillaient, presque que la municipalité a mis en place presque un tableau de bord avec l'idée, on va vous programmer et voir combien de familles vont partir d'ici là. Avec l'idée qu'il fallait fermer le puisel à une telle date. L'idée, c'était d'effacer le plus rapidement possible le puisel pour montrer qu'il y a des réussites, parce qu'à partir du moment où on s'inscrit dans cette réponse à ceux qui rejetaient, la preuve de la réponse devenait la disparition du puisel. Puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité de prouver que ça a marché, si ce n'est la fermeture du puisel. Et évidemment, là-dessus, il y avait une grande difficulté parce qu'il fallait accepter que les autres municipalités accueillent une partie des Roms. Donc derrière cela, on va imposer un certain nombre de modes de vie, un certain nombre de mœurs, de coutumes, comme on pourrait l'entendre, et on s'attendrait à ce que les Roms, en réalité, fassent preuve d'un fonctionnement des catégories moyennes stables, alors qu'elles étaient en situation de précarité totale, qu'elles étaient en situation de rejet, qu'elles étaient en situation d'être chassées, mais on attendait quand même à ce qu'elles scolarisent les enfants tous les jours. Chose qu'on demandait aux Roms, alors que le taux d'absentéisme, si on prend le territoire de Gardanne, est aussi important dans certains quartiers populaires que dans les quartiers Roms, et ce n'est pas lié à la culture des Roms, c'est lié aux conditions de vie, aux conditions de logement, à la stabilité des familles, à un certain nombre de choses. On s'est retrouvé à demander aux Roms des choses qui n'étaient pas demandées aux autres populations. Donc cette question des enfants est devenue centrale. Il fallait que les enfants soient scolarisés, sinon c'était la preuve que ça ne marchait pas. Et le fait de le dire de cette manière-là, on a transformé les enseignants des écoles, là aussi, en porteurs de cette inquiétude. Donc les enseignants se sont mis à nous téléphoner à chaque fois qu'un enfant Rom ne venait pas, obligeant presque les autres absents. Donc chacun s'est auto-saisi dans cette machine d'accueil, est devenu quelque part une espèce de garde-frontière. Chacun devient garde-frontière d'un certain nombre de questions. Donc on avait la question de la scolarité, la question du travail, la question des rapports hommes-femmes. Alors, j'entends bien, sur les Roms, un certain nombre de choses, les femmes sont dans l'économie domestique, les hommes sont dans la voiture à l'extérieur. Mais enfin, si j'observe les mineurs de Gardanne, on n'est pas loin de ça, dans le fonctionnement, les bars, et ainsi de suite. Bah oui, c'est-à-dire que, ou même je pourrais élargir le sud de la Méditerranée, même si on monte un peu plus haut, cette question des rapports hommes-femmes, là aussi, on souhaiterait toujours que celui qui est porteur d'une altérité radicale soit vertueux dans les rapports hommes-femmes, là où la société française est très loin d'être vertueuse.
Et si vous prenez les inégalités salariales, si on prend les rapports hommes-femmes, on demande à la société française d'atteindre un certain niveau, mais on souhaiterait que les Roms soient plus vertueux et meilleurs que les Français dans ce domaine. Sinon, c'est une preuve d'altérité radicale. Donc, rapport hommes-femmes, c'était un problème. L'autre élément, c'est qu'on souhaitait que les Roms n'aient aucune activité. D'abord, ils étaient interdits de travail à l'époque dans un certain nombre de métiers. Ça, on ne le dit pas. Légalement, ils n'avaient pas le droit à certains métiers. Quand vous interdisez à une population de subvenir à ses besoins, elle se crée les moyens de subvenir à ses propres besoins. Et de cette manière-là, on a retrouvé les gens qui récupéraient les canettes, les ferrailleurs, ainsi de suite, avec une forme d'essentialisation. Tout le monde pense que les Roms sont de grands-pères en petits-fils des ferrailleurs. Or, les Roms de Roumanie n'étaient pas tous ferrailleurs, n'étaient pas tous couvreurs, ainsi de suite. Ils le deviennent quand ils viennent en France. Si vous faites un peu le tour de la planète, les ramasseurs de ferraille, ainsi de suite, ce sont toujours les populations mises au banc, qu'on va retrouver dans certaines activités. D'ailleurs, c'était le cas, par exemple, des Juifs en Afrique du Nord, les Mélas de Rabat, ainsi de suite. C'était des Juifs qui récupéraient le zinc, qui récupéraient la tôle, et on retrouve la même chose chez les populations roms aujourd'hui. Donc on attendait à ce que les Roms montrent des vertus dans plusieurs domaines que la société locale n'était pas en capacité de montrer. Cette manière-là qu'on avait de leur demander d'être plus vertueux, s'est transformé quelque part dans la communication, dans la bataille culturelle avec l'extrême droite, en inconvénient pour les gens qui étaient pour l'accueil, parce que vous ne pouvez pas, et on ne peut pas, montrer que l'intégration est réussie à partir du moment où on prend ce type de critères ou de canons qui ne sont pas respectés. Pour la bonne et simple raison que ces familles-là étaient dans l'incapacité de produire ce qu'on attendait d'elles, parce qu'elles n'avaient pas les conditions ni sociales, ni économiques. Et autre élément, c'est qu'on voulait appliquer l'individualisation du fonctionnement familial aux familles roms. Et cela, ça me fait penser un peu au premier camp qui a été mis en place pour les réfugiés à Sarata, en Jordanie. C'est une ville de 80 000 habitants, où les Jordaniens accueillent les réfugiés syriens. Et là, le HCR, le Haut Comité aux réfugiés, a mis en place des tentes, vous voyez, sur le modèle un peu de la ville américaine, perpendiculaire, une tente par famille. Et donc on laisse rentrer les réfugiés, puis 4 jours après, toutes les tentes étaient déplacées. Et les réfugiés ont reproduit des tentes en rond, comme la construction des villages syriens. Et on a retrouvé le cousin, l'oncle, ainsi de suite, et les ont mis en réaction du HCR, vous remettez les tentes en perpendiculaire. Donc ils remettent les tentes en perpendiculaire une première fois, et à la fin, ils ont fini par comprendre qu'en réalité, derrière cette forme de communautarisation, se jouaient des formes aussi de solidarité économique, alimentaire, culturelle, qui étaient indispensables et incontournables. C'est-à-dire que quand vous prenez des familles, que vous les individualisez, auxquelles vous interdisez de travailler, on ne peut pas leur demander à la fois d'être dans la légalité de ne pas travailler, de ne pas mendier, ainsi de suite, et de fonctionner individuellement. La seule manière pour les Roms de tenir, c'était de tenir de manière communautaire et familiale, pour faire jouer le crédit justement, pour faire jouer un certain nombre de solidarités. Et là, on a voulu leur appliquer le système social, une famille, une maison, et ce qui a donné parfois des réussites, parfois une forme de précarisation plus forte. Lorsqu'une famille était placée seule dans certains logements, et on a eu une au logis Notre-Dame par exemple, un des quartiers, cette famille a eu une précarité plus forte parce qu'elle ne pouvait plus faire jouer les solidarités avec les autres membres de la communauté, et puis ce n'était pas les gardes-années qui allaient leur prêter un certain nombre de choses. Parce qu'il y avait un tel rejet que la solidarité ne pouvait être que la solidarité des semblables, les autres étaient exclus. Donc à travers cette expérience Rome, la question qui se pose pour nous, c'est comment aujourd'hui dans nos sociétés, l'altérité radicale se forme à travers certaines figures de migrants, certaines figures de populations qui sont mises au banc et qui viennent quelque part marquer la frontière du normal et du non-normal, du blanc et du non-blanc. Et quelque part, moi, je pense que la question des Roms doit moins nous amener à nous questionner simplement sur les conditions d'existence de Rome, mais sur les manières de fonctionner de nos sociétés. Ça, c'est un élément qu'on oublie souvent. Et là, je rejoins un peu tout ce qui a été fait par Césaire sur la question des colonies. Et à un moment donné, Césaire dit « Arrêtez de vous poser la question du fonctionnement des colonies. À partir du moment où il y a des colonies, c'est que forcément il y a des crimes, il y a des violences, pas besoin d'être chercheur. Donc si vous faites de la recherche pour dire que les Roms vivent le racisme, vous n'avancez pas grand-chose. Par contre, on devrait se poser la question sur quel est le processus qui nous amène au consentement, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas forcément chez les Roms, nous qui ne sommes pas racisés, à accepter de vivre dans des sociétés qui produisent autant de violence. Qu'est-ce qui fait que l'Europe actuelle, que la France accepte d'avoir 30 000 morts en Méditerranée sans que ça nous pose problème? Qu'est-ce qui fait que nous acceptons que dans nos aires urbaines, on puisse avoir comme ça une hiérarchisation sociale, voire raciale des populations? C'est plus un problème de la société
d'accueil que ceux qui sont accueillis ces problèmes roms. Parce qu'elle vient nous rappeler que le processus de démocratisation qui s'est mis en place sur 2 siècles avec difficulté est en train de connaître actuellement des formes de régression extrêmement fortes. Et forcément, le sort qu'on réserve aux Roms, c'est un sort qui reviendra sur certaines populations une fois que la question des Roms est réglée. Il n'y a plus de Roms au Puy-Z aujourd'hui. Du coup, les débats qui étaient centralisés à travers la question Rome se sont recentralisés sur Gardanne, sur les faux chômeurs, sur les mauvais chômeurs, sur ceux qui ne veulent pas travailler. Et pour le coup, Rome aux parents, blanc ou pas blanc, ça compte plus, ça devient simplement le chemin. Donc je crois qu'il faut qu'on se saisisse de toutes ces questions pour se poser un peu des régressions collectives de comment la gauche est rentrée petit à petit sous la pression culturelle, sous la défaite culturelle de l'extrême droite. Prendre maintenant des questions, juste aussi peut-être pour ajouter, il y a aussi l'interdiction de l'alcool, donc quand même étonnant pour devenir gaulois et français, et puis aussi des élections qui ont duré quand même quasi 2 ans, puisque l'élection de Meilly avait été invalidée, donc ça a aussi peut-être accentué les querelles. Je voudrais aussi ajouter 2 ou 3 tout petits trucs. Mustapha a fait allusion au fait que le maire Roger Meilly était d'origine immigrée. Le directeur du CCAS, qui a été une pièce maîtresse, Georges Felouzi, une pièce maîtresse du dispositif, lui était d'origine grecque, et il raconte dans un témoignage qui est dans notre bouquin, là, il dit ceci exactement. Quand le maire, M. Roger Meilly, m'a demandé de tout faire pour aider ces personnes à vivre correctement et en sécurité, je lui ai demandé avec